bonsoir. Bienvenue à l'émission Au cœur des idées. Afin de souligner la Journée de la Terre qui se tient le 22 avril au niveau international, on a pensé que ce serait peut-être intéressant de parler du thème de l'environnement dans l'émission de ce soir. Et puis, il y a quelques personnes qui ont accepté de venir nous en parler. Alors, je vous les présente. Raymond Bonnin, qui est amateur de plein air. André Bouliane, technicien en aménagement. Bonsoir. Yvon Pelletier, qui est professeur et responsable du projet récupération à la polyvalente d'Amqui. Bonsoir. Bonsoir. Huguette Bérubé, qui est membre d'Écolo Vallée et qui est aussi biologiste. Bonsoir. Jeannette Damour, qui est membre d'Écolo Vallée et responsable du projet récupération, mais pour la ville d'Amqui. Et puis André Fournier, qui est président du comité Écolo Vallée. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Et puis, c'est ça, pour plonger dans notre sujet, là, je voudrais peut-être mentionner qu'il y a des scientifiques qui avertissent le monde entier que les luttes pour l'environnement devraient être gagnées dans les années 90. Donc, on nous donne 10-15 ans pour vraiment préserver notre environnement. Sinon, la situation pourrait devenir catastrophique. Alors, je pense que c'est important qu'on parle d'environnement puis que tout le monde on soit sensibilisé à notre responsabilité face à ça. Puis, c'est ça. Je pense que ce soir, c'est l'occasion de chacun d'entre nous de se poser des questions face à l'environnement puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le préserver. Alors, avant de parler plus particulièrement de notre coin de pays, de la vallée de la Matapédia, je pense qu'on pourrait peut-être lancer le débat en se demandant, c'est quoi la pollution, les causes, les différents types de pollution, puis aussi quand on parle de préserver l'environnement, qu'est-ce que ça signifie? C'est ça, je lance la question à nos invités. La pollution, ça vient d'où? C'est une question très scolaire. Peut-être que notre professeur pourrait y répondre facilement. Il y a toujours possibilité d'y répondre de façon très scolaire aussi. Là. Bien entendu que la pollution, c'est tout atteint dans notre environnement. Donc, c'est quoi l'environnement d'un individu? C'est à la fois ce qui l'entoure, l'eau, l'air, le sol, même les amis, ça peut être de la pollution dans certains cas. C'est très vaste, la pollution, c'est très large. Faire attention, il faudra peut-être essayer de se limiter à un créneau plutôt particulier dans ce cas-là, ce qui nous concerne ce soir, là, parce que ça pourrait déborder, là, c'est vraiment vaste la pollution. Ça, c'est ce que je donnerais comme définition. 10 sur 10. Je pense que celle qu'on voit le plus, c'est surtout la pollution qui nous affecte le plus, c'est la pollution environnementale, soit des déchets qui sont jetés autant dans l'eau, sous la terre, ou les déchets qui vont dans l'air, c'est ceux-là qui affectent peut-être le plus là, la qualité de notre vie, là, parce que... OK. Surtout quand il y a accumulation de déchets, là, hein? Oui, c'est ça. Puis là, tu n'es plus capable de les éliminer, puis là, il faut que tu continues à vivre au travers de ça, mais ça ne fonctionne pas bien, ton affaire. Moi, je pense que la définition de la pollution avec ce qui se passe, qu'on entend parler depuis qu'on est rentré dans la décennie 90, s'élargit. Les gens avaient tendance à penser pollution, papier et bouteilles sur le bord du chemin, vieux frigidaire, alors qu'on s'aperçoit maintenant que c'est beaucoup plus complexe, puis qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Des réactions en série qui se passent au niveau de la haute atmosphère, comme les problèmes avec la couche d'ozone, ou des VPC qu'on va retrouver dans le gras des ours polaires, alors qu'il n'y a aucune industrie dans ces coins-là. Donc, ça n'a pas de frontières. Puis ça s'attaque à nous autres de façon sournoise. C'est ça. On commence à avoir des maladies de civilisation, le cancer, le sida, l'immunité des gens qui est vraiment qui commence à être perturbée. Ben c'est tout, ça se tient tout. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on respire, qu'est-ce qu'on boit, les rayonnements solaires et tout. Alors, c'est infiniment complexe. Je pense qu'on est loin d'être en mesure de comprendre tout ce qui se passe à ce niveau-là. OK. Donc, une pollution qui peut être créée par nous-mêmes, par notre société plus proche, là. Bon, accumulation de déchets, pollution visuelle, tout ça, mais il y a aussi une pollution qui se fait au niveau international, mondial, puis qui a des répercussions sur, c'est ça, notre qualité de vie. Je vois ça comme un déséquilibre de notre système, de notre écosystème planétaire. Parce que quand on dit que la couche d'ozone est détruite, par exemple, et puis que ça va faire que les rayonnements solaires vont être dommageables pour nous autres, ben les rayonnements solaires ont tout le temps été là, puis la couche d'ozone a tout le temps été là.
c'est pas, ils n'ont pas décidé de nous attaquer tout d'un coup, là. C'est nous autres qui les a détruits à la longue. Alors, on a perturbé l'écosystème. Et puis là, l'écosystème, je ne veux pas dire qu'il se venge, là, mais à un moment donné, il n'est plus capable d'en prendre. Il n'est plus capable d'en prendre, puis c'est comme inversé. C'est pour ça, comme tu disais tantôt, des personnes qui nous donnent une dizaine d'années, là, je peux en nommer une que tout le monde connaît, là, Jacques-Yves Cousteau. Le commandant Cousteau, là, lui, nous donne 10 ans pour inverser la vapeur. D'ici la fin du siècle, on n'a pas cessé de diminuer beaucoup les quantités de polluants qu'on envoie dans l'atmosphère, dans notre environnement, mais on s'en va vers un point de non-retour. C'est quand même des gens assez sérieux. Jacques-Yves Cousteau, il s'y connaît pas mal. Il est encore très généreux parce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus alarmistes. Il dit que présentement, on est déjà à un point de non-retour. Si on ne fait rien présentement, pas dans 10 ans, il faut que ça change tout de suite. Là. Suzuki, entre autres, est un tenant de ça, David Suzuki et plusieurs autres. Là. Les grands bons de la vulgarisation scientifique. Et puis on en est rendu là, on se pose des questions. Ça peut aller très loin. Là. Mais d'un autre côté, nous, on est pris un peu avec ça. Ça fait 150 ans ou à peu près qu'on pollue, peut-être un petit peu plus depuis la révolution industrielle, 1850. Et puis, on voudrait aujourd'hui faire changer des choses qui sont accumulées depuis 150 ans, sans penser aussi aux pays sous-développés, qui, eux, sont présentement au même niveau où on était en 1850 ou à peu près, à commencer à faire de la pollution, puis ils font juste commencer. Alors que nous, on est déjà rendu trop loin. Ça fait qu'on se pose des questions, c'est quoi? C'est pas juste un problème matapédien ou canadien ou américain, c'est un problème mondial, global, puis c'est un problème économique aussi qui sous-tend tout ça, bien entendu. C'est quoi, là, jusqu'où on peut aller, nous, jusqu'où on peut imposer des règles par rapport à ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi, puis qui pourrait ne pas coûter cher, puis qui pourrait ne pas nuire non plus au développement de ces gens-là, parce qu'éventuellement, les autres aussi ont quand même jusqu'à un certain point le droit d'évoluer puis d'en arriver jusqu'à où on est comme société. Là, sauf qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on peut leur imposer jusqu'à un certain point des règles que nous, on ne s'est même pas imposées à nous dans le temps? C'est ça le grand principe. Si on les laisse faire et qu'on voit qu'ils prennent le même chemin que nous autres on a pris, là, dans 100 ans ou peut-être dans moins, ça peut peut-être aller plus vite. Ils vont être au même point où on en est là. Puis aujourd'hui pour demain, là, c'est bien difficile de changer nos habitudes. Mon frigidaire, mais si je l'ai pu, au mois de juillet, je vais le mettre où? Ma peine de lait, bon, je continue à vivre dans une société qui existe aujourd'hui, puis que, à moins de la changer d'une façon drastique, là, puis là, demain, ben, c'est fini d'aller travailler à 10 km de chez vous, parce que, si tu veux plus polluer, ou, en tout cas, tu y vas plus avec ton auto, c'est ça. Mais c'est ça, chose certaine, il va falloir qu'il y ait des dialogues, puis d'ici 10 ans. Moi, ce que je crois, les actions aussi. C'est pessimiste, là, mais c'est qu'il va y avoir un moment où ça va casser, puis là, ben, ça va être arrange-toi autour de chez vous, là, mange des carottes, ou je sais pas, mais si tu veux régler le problème, avec les échéanciers qu'on a là, je ne crois pas que ça va se faire en douceur. Malheureusement, la tendance, c'est de fonctionner par catastrophe. J'ai l'impression que oui. Puis des fois, je me surprends à penser que oui, ça va casser puis ça va faire mal, mais dans 30 ans, dans 40 ans, ben, les survivants puis les nouveaux venus seront bien contents qu'il y ait eu cette catastrophe-là. Autrement, ben, ça va peut-être être des mutants qui vont développer. Ben, autrement, ça va être les mutants qui vont dire, ouais, il aurait dû... Il ne faudrait quand même pas en arriver jusque-là. C'est ça l'affaire, dans le fond. Si on parle... je me demande si on a le choix. Ben, on a peut-être le choix. Dans le fond, c'est aussi un choix de société, mais c'est d'abord et avant tout un choix individuel. Hein? Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'individu face à ça? On sait qu'il existe des formes de pollution. On sait qu'on peut, jusqu'à un certain point, modifier nos comportements pour éliminer ces choses-là à la source. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'individu? Là, on pourrait y revenir peut-être plus tard si on veut, mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a deux façons d'aborder le problème. Ou on l'aborde à la source individuellement pour essayer de faire des petites choses, ou on l'aborde globalement, mais ça va être beaucoup plus difficile d'y arriver à un moment donné, là, parce que là, ça va être impliqué tout le monde, et les gouvernements, et les gens, et les industries, et tout ça. Il y a des gens qui font des efforts à ce niveau-là, mais faire changer une multinationale qui a une cheminée de 150 mètres de haut, qui crache des tonnes et des tonnes et des milliers de tonnes de polluants par année, pour un nouveau système, puis qu'elle va être obligée de sortir des millions de dollars de ses poches, si ça ne vient pas du gouvernement,
À moins qu'elle soit vraiment obligée, là, elle le fera pas. Puis on le sait, Il faut vraiment que ça vienne du citoyen. Il faut que ça vienne de la base. Il faut que la base pousse, puis elle pousse fort. Hein? Puis à partir de ce moment-là, à un moment donné, il y a des choses qui vont changer. Sauf que c'est pas nécessairement évident, tout ça. Toutes sortes d'autres, en tout cas, toutes sortes d'autres intrants là, économiques, puis autres là, qui vont venir influencer un paquet de décisions. Hein? Jeannette, en tant que consommateur, je pense qu'on a le même pouvoir qu'en tant que votant, même si ça a l'air de la petite goutte dans l'océan. Les compagnies sont quand même sensibles à l'opinion publique parce qu'ils doivent vendre des produits. Puis s'ils savent qu'un produit, à cause si c'est connu qu'un tel produit, par son mode de production ou par son utilisation ou de quelque façon que ce soit, est une charge polluante pour l'environnement, c'est impopulaire. Aujourd'hui, c'est impopulaire. Alors, plus justement la masse des gens sont informés de ça, plus ils dirigent leur choix ailleurs. Tu sais. Les bonbonnes avec des CFC, il y en a moins sur les tablettes. Puis, d'accord, il y a une loi pour dire que ça s'en est, qui l'interdirait bientôt, mais il y a beaucoup de compagnies qui n'ont pas attendu ça. Ils ont réagi, puis ils ont modifié leurs produits. Les savons à lessive, tu vois, tous les savons à lessive maintenant sans phosphate annoncés comme ça. Dans le fond, pourquoi ils ont fait ce changement-là? Il n'y a personne qui les obligeait, sauf qu'ils savent que l'opinion des consommateurs se dirige vers des choix plus écologiques. Ça fait que il faut vraiment qu'il y ait une pression publique de la part des gens, des consommateurs, pour faire changer ces choses. C'est la même chose probablement au niveau du gouvernement. Il est sensible à l'opinion publique. Il essaye de se donner une image de défenseur de l'environnement. C'est aux gens à être vigilants puis à exiger que ce soit pas seulement une façade, mais que ce soit réellement des actions aussi. Que les actions aillent dans le même sens que l'image qu'ils veulent donner. OK. Là-dessus, je pense qu'on a un pouvoir. Puis les groupes de pression sont importants là-dedans. Mais on pose souvent, on a tendance à poser souvent le problème consommateur-industrie. Mais il y a quand même une dimension qu'on ne souligne pas suffisamment, à mon avis, c'est celle du besoin de consommer. Je vais juste donner l'exemple du papier recyclé. Beaucoup de gens s'évertuent actuellement à recycler le papier. Recycler le papier, c'est très louable en soi, mais il y a une dimension qui n'est pas moins importante, c'est celle d'en consommer moins du papier. Et actuellement, il n'y a pas beaucoup de campagnes qui disent aux gens de consommer moins de papier. Alors, il ne faut pas toujours reprocher à l'industrie de produire tel produit. Il faut se demander pourquoi les gens l'achètent, puis pourquoi ce besoin constant d'acheter un produit. Moi, je pense qu'une des sources importantes de pollution, c'est simplement le besoin d'avoir beaucoup d'objets. Quand on s'arrête 2 minutes, c'est quand on surconsommer dans cette nettement la surconsommation. Je pense qu'il n'y a pas un animal sur la Terre qui ramasse plus de cossins et de cochonneries de gomme. Puis je pense qu'on ferait le tour de toutes nos maisons, nous autres. Puis le nombre d'objets inutiles qu'on conserve, qu'on tient à garder, à chérir pendant toute son existence souvent, puis qui sont des polluants. Il y a bien des gens qui ont de l'affection pour des objets qui sont des polluants, mais ils ont une espèce d'affection sentimentale pour ça. C'est un vieux char dans le cours, ils gardent ça. Char de jeunesse, là, puis ils vont le garder pendant 50 ans, il va être encore là. Mais ça, je pense que cette dimension-là est importante aussi. Puis j'ai souvent tendance à dire, un autre point que j'aimerais souligner, c'est que la question de l'environnement est beaucoup liée, à mon avis, aussi à la question de la pauvreté. On dit que la pollution est un effet de l'industrialisation. On a tendance à souligner ça souvent, mais c'est aussi inversement un effet de pauvreté. Parce que je regarde un pays comme le Mexique, tout le monde a vu les photos dramatiques cette semaine dans le journal où on voyait des enfants à l'école avec des masques pour se protéger contre la pollution. C'est pas forcément un effet de la richesse collective ou de l'industrialisation, c'est un effet de pauvreté. De plus en plus, la lutte contre l'environnement m'apparaît comme un truc qui coûte de l'argent et dont les pauvres vont devoir payer le prix aussi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, peut-être que moi-même je ne me comprends pas toujours. Tu fais de l'allusion à ce qu'on appelle le déséquilibre nord-sud, vraiment, entre non, les pas pays forcément. Je vais donner un exemple. On a des verres de styrofoam chez nous. La première réaction qu'on a quand on les voit devant nous, là, on dit c'est polluant, c'est sûr. C'est moins cher que les autres.
Oui, c'est un tour aussi. C'est un tour. Mais le pauvre, il va prendre ça. Parce que le pauvre, il est pauvre. Tandis que le riche, lui, qui a le moyen de faire des choix, il va pouvoir les faire. Ce que je veux dire, c'est que la pauvreté est quelque chose qui rend la lutte contre la pollution difficile. Dans notre région, c'est peut-être particulièrement probable aussi. On arriverait à faire des verres type Duralex, puis les fournir à tout le monde. Puis on trouverait peut-être pas tout ce qu'il faut pour les laver ou pour les nettoyer dans ce cas-là. C'est autre chose aussi. Là. Je comprends le principe de la pauvreté. Là. En tout cas, il va falloir que j'y réfléchisse encore un peu avant d'y embarquer. C'est pas nécessairement moins polluant de faire des verres de Duralex. Là. Peut-être pas non plus. Ça doit prendre un haut fourneau. Je ne connais pas la fabrication de ces verres-là. Mais ça doit prendre un haut fourneau, puis de la silice, puis bon, oui. Il y a sûrement des rejets. Juste un exemple de ça, qu'est-ce qu'on peut faire des fois aujourd'hui. On a des machines à café, des distributrices à café qui font des cafés, des cafés filtres individuels. Puis on a toujours des petits verres comme ça à côté. Moi, je propose à mes amis d'amener une tasse. Oui. Puis tu la rinces, puis je veux dire, tu peux sauver peut-être 35, 40 gobelets comme ça sur une année ou sur moins, là, dépendant du nombre de cafés que tu consommes. Bon, et on ne voudrait pas arriver tout de suite à ça, là. C'est le genre de choses, mais c'est le genre de petites affaires individuelles que tu peux faire. Puis on pourrait en mettre des tonnes comme ça d'exemples. C'est un problème de consommation. De petits gestes que chacun d'entre nous parce que dans le fond, c'est même plus que de la consommation, c'est de la surconsommation. Quand tu arrives dans une épicerie, à un moment donné, où tu as déjà un emballage pour acheter du poisson, tu as une belle pièce de poisson, il y a déjà un emballage en plastique qui est suffisant. Déjà qui est suffisant. Mais on le réemballe dans une espèce de petit foam en dessous avec un plastique scellé par-dessus. Puis en plus, souvent, on va te remettre ça dans un autre sac de plastique qu'on va mettre dans ton gros sac en papier. Au bout, tu te dis, c'est quoi, là? Pourquoi? Bon, je veux bien croire qu'on fait des campagnes de 3 sous et de 5 sous là, si on ramène nos sacs, mais pourquoi tant de sacs? Pourquoi tant d'emballage? Pourquoi? Il y a un paquet de problèmes comme ça, là, des petites choses qu'on pourrait faire à la base, puis changer. C'est ça, puis à s'interroger sur nos besoins d'avoir telle chose, c'est ça. Pourquoi ça n'a pas été inventé avant? La poudre, on parlait tantôt des poudres à lessive, là. Pourquoi ça n'a pas été inventé avant? Les super poudres là, concentrées, pourquoi ça n'a pas inventé avant? On les invente maintenant qu'on parle de pollution. C'est quoi, là? Il est où le problème, là? On ne le cherchait pas avant, ça. C'était pas important, c'était pas évident. C'est tout ça aussi, là. Il faut tout mettre tout le monde à profit dans ce cas-là. Et la science, la recherche et tout ça, et tout pousser dans le même sens, là. C'est ça. Je pense qu'à date, dans notre discussion, on a vu que, finalement, les causes de la pollution sont multiples, là. Il y en a qui peuvent être dues à la pauvreté, mais il y en a d'autres qui peuvent être dues à l'industrialisation, puis même peut-être à la recherche du profit de certaines industries, là, qui fait que justement on n'invente pas de produits moins polluants. Puis, en tout cas, je pense que c'est ça, c'est complexe aussi. Là. On se rend compte que, bon, si on change quelque chose pour autre chose, est-ce que ça va être moins polluant ou pas? Est-ce que ça va amener d'autres problèmes? En tout cas, on se rend compte de la complexité de la question. Là. Je voudrais peut-être ramener le débat au niveau de la vallée de la Matapédia. Parce que c'est ça. Je pense que on nous entend là, ce soir, puis peut-être que les gens à la maison peuvent se dire, bon, ça a l'air loin, là, ça a l'air compliqué, mais ça, c'est les problèmes des grandes villes. Mais la vallée de la Matapédia, est-ce qu'on est à l'abri de la pollution? On est en campagne, c'est beau, on a le grand air, mais c'est ça, là, tous les problèmes qu'on a mentionnés, là, dans le fond, je pense que la vallée n'y échappe pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui ne s'applique pas à une échelle moindre dans la vallée de la Matapédia. Pollution automobile, bon, on ne respire pas de la smog comme à Los Angeles, à l'heure de pointe, mais nos automobiles sont tout aussi polluantes, puis vont quand même aller causer des problèmes qui vont affecter le restant des habitants de la planète, puis nous autres avec, évidemment. On parle beaucoup de pollution visuelle, on connaît plein de petits dépotoirs un peu partout, dans les fonds de cours, dans les terrains privés, partout. Si on va se promener dans le lac Matapédia, puis quelqu'un qui aime ça faire de la plongée, il peut avoir des surprises pas mal aussi dans ce genre de pollution-là. On a des problèmes avec nos systèmes d'épuration, pas mal de places où il n'y en a pas encore, donc notre eau est polluée. Je pense qu'on a à peu près tous les problèmes qu'on peut retrouver pratiquement en ville, peut-être le stress en moins. Là. On n'a peut-être pas une grosse industrie qui pollue comme telle, mais
plein de sources polluantes. Plusieurs petites sources. Plusieurs petites sources, ouais. Plusieurs petites sources. Ouais. Tu fais seulement faire la descente de la rivière Matapédia en canot. Il y en a plusieurs des amateurs ici. Là. Bon, puis ce que tu vois, là, c'est les anciens ou même encore en activité, les espèces de diables, là, les cheminées de brûleurs, les gros brûleurs. Puis il y en a encore des tas de brindilles qui viennent tomber près de la rivière ou même dans la rivière à certains endroits, pour ne pas les nommer lorsqu'on sait de quoi on parle. Là. Sauf que c'est dans notre région. Et puis, moi, je me souviens, à un moment donné, il y a eu des projets ici pour nettoyer la rivière Matapédia là, sur certaines sections. C'est fou ce qu'on a sorti de là. On parlait de 40 ou 50 cuisinières, 25 ou 30 réfrigérateurs, des carcasses de voitures, 300 ou 400 pneus. Là. J'ai encore cet article-là dans l'avant-poste dans la filière chez nous, là, dans le dossier pollution, justement. C'était terrible, ça n'a pas de bon sens. Puis ça, c'est chez nous. C'est chez nous. On fait tout un petit peu chacun des activités. Là. Moi, je vais à la chasse, entre autres. Bon, je m'en vais à la chasse, j'amène toujours mon petit pack-sac. Puis je reviens, mon petit pack-sac, il est vide de lunch, bien entendu, mais il est plein de bouteilles vides que les gens ont garochées. Là. Hein, ils ont pris une bière, puis... Hein, bon, ils prenaient 10 sous dans leur poche. Puis ils ne mettraient pas le 10 sous, par contre, dans le champ, mais ils vont jeter la bouteille de bière. Puis c'est un paquet de petites sources comme ça. C'est ça, c'est qu'il y a encore une mentalité en campagne, justement, qu'on a des grands espaces. Fait que, Moi, c'est ça. Ici, ça paraît peut-être moins parce que la densité de population est moindre. Il y a moins de gens, le territoire est plus grand. Ça fait que là, avant que le problème ressorte, comme dans les endroits où les gens sont plus concentrés, on en a pour longtemps avant d'en acheter, sauf qu'on vaut au même mérite, probablement, au même mérite qu'ailleurs. Puis ça s'accumule, tranquillement, mais sûrement. C'est ça. Oui, Geneviève? On aurait beaucoup de rives à protéger aussi. On a des lacs, des rivières, des petits ruisseaux. Puis, malheureusement, ils sont pas bien protégés. Même si, aujourd'hui, c'est interdit de construire un quai sur le bord d'une rivière ou d'un lac, ou de débroussailler complètement, ça reste que c'est encore pratique courante. C'est très, très difficile à arrêter. N'empêche que on trouve tout ça beau d'aller sur le bord du lac puis de voir la mère canard avec ses petits bébés en arrière qui se promènent sur le bord. Sauf que si t'enlèves tout, eux autres, ils n'ont pas de place où s'installer. Fait que de moins en moins, ça part, ça s'en va. Je parle des canards, mais il y a toutes sortes de... Il y a des oiseaux, il y a des petits mammifères qui logent comme ça sur les rives puis qui ont plus de place pour s'installer. Ça fait que ça disparaît, ça s'en va... C'est des richesses qui partent finalement. À chaque fois qu'une espèce a pu sa place comme ça dans la nature, puis c'est une richesse pour nous autres qui part, parce que ça devient restreint, reste... Ça, c'est une dégradation, je trouve, qui est importante. André? Oui. Une des principales ressources qu'on a aussi dans la vallée de la Matapédia, c'est tout le secteur forestier, toute la forêt. Si vous avez l'occasion de survoler les alentours de la vallée de la Matapédia, vous allez voir que de la forêt, il commence à en avoir beaucoup moins. C'est vraiment de l'abattage à blanc à grande échelle. C'est tout le temps les limites maximum de coupe qui se font. Ça va presque sur le bord de tous les ruisseaux, toutes les rivières. C'est comme un géant qui piétine tout. C'est assez affreux. C'est toute la faune qui est touchée à ce moment-là. C'est notre milieu de vie, c'est notre eau, parce que les rivières, on se rend compte depuis quelques années que le niveau des rivières descend tranquillement. Donc tout le potentiel du saumon, donc encore un potentiel touristique. Tout le potentiel aussi financier, j'allais dire, plus économique de la vallée, parce que le secteur forestier, c'est un secteur économique très important. On empiète très, très rapidement dessus. On ne laisse pas à notre habitat le temps de se régénérer. Depuis le début qu'on parle de pollution, la planète Terre, la vallée de la Matapédia, a quand même un potentiel de régénération, sauf qu'on va trop vite. Donc, il y a des équilibres. Oui, c'est ça. On va trop vite, on l'exploite à trop grande échelle, on ne donne pas de chance. Puis dans la vallée, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de la forêt, on s'en rend compte là, depuis 1 an ou 2, même un petit peu plus peut-être. La forêt, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un problème. Puis, si je reviens à ta question, si on est à l'abri dans la vallée de la Matapédia, si on prend juste les plus acides, bon, c'est pas nécessairement nous autres qui les produisent, et puis là, bon, puis ils viennent nous tomber dessus, pareil. Parce qu'ils sont produits, puis on en profite aussi, là, mais ils ne sont pas produits chez nous, puis ça tombe chez nous. Une usine nucléaire qui va sauter quelque part, puis que, les vents sont favorables, tout à coup, ça nous retombe dessus. Pas parce qu'on est peut-être plus loin ou en région éloignée, en tout cas, je ne sais pas comment c'est qualifié des fois. Là. On est sous le vent dominant. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'absolument rien. Donc, on a
ne vit pas dans une bulle non plus. Là. Il n'y a pas de frontière à ça. Là. Puis malheureusement, la grosse pollution ou la pollution planétaire, on en souffre aussi. Sauf que dans une dimension plus régionale, il y a beaucoup de choses aussi à faire, malgré tout, encore là. Hein. On parlait tantôt des forêts avec André, super. Là, hein. On peut parler aussi de la pollution de l'eau, la pollution par le bruit. Dans certains cas, il y en a aussi, malgré tout. Là, tu sais que ton voisin n'a plus de résonateur après sa voiture. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Comme il m'appelle Montfleur. Tu fais quoi? Tu dis rien. Tu as juste à demeurer sur la 132. C'est un paquet d'affaires de même, là, qu'on dit rien, on endure, on dit rien, on endure. Puis à un moment donné, jusqu'à temps que ça pète. Là. Puis quand ça pète, là, ben là, on réagit. Mais il est déjà trop tard. Pourquoi pas avoir essayé de brasser le problème un petit peu avant? Dans le fond, ça se fait. Ça se fait à tous les niveaux, puis par beaucoup de gens. Hein? Parce que plein d'affaires dans Matapédia qu'on voit, là, puis des fois, on ferme les yeux. On va dire, on est en nature, on est bien, c'est beau, l'environnement. Ah, on triple, là, quand les verts forêts, coucher de soleil sur le lac Matapédia, t'es de l'autre côté, tu regardes ça, c'est effrayant, le paysage que t'as pas ça nulle part ailleurs. Sauf que quand tu regardes vraiment, là, ce qu'il y a en dessous de la peinture, ben c'est là, des fois, tu te ramasses avec beaucoup de rouille, là. Hein? Elle est là, puis elle attend la pollution. Je pense juste au Canadien national, là, hein? Pour le nommer, parce que c'est le tronçon, là, il passe ici. Bon, combien il y a de produits dangereux qui transitent par la voie du Canadien national jusque dans la Gaspésie? De moins en moins. De moins en moins, parce que de moins en moins de trains. Mais dans les trains qui sont là, ils sont encore dangereux. C'est juste à penser à la soude caustique ou à un paquet d'autres produits du même genre. C'est pas là qu'il y a eu un déversement accidentel le long de la Matapédia. Il longe le lac 20 km. Oubliez ça pour un bout de temps, là, c'est fini. Et pour la pêche au saumon, et pour la truite, peut-être même dans le lac Matapédia, toutes les autres espèces de poissons, puis même les humains, dans certains cas, parce qu'il y en a encore qui prennent, qui ont ça comme source d'eau. Ne serait-ce que ton voisin, à un moment donné, que son champ d'épuration est mal organisé. Il y a un paquet de choses comme ça qui se déversent dans le tien, ton puits. Bon, tu le sais, c'est pas long, là, bien entendu, tu t'en rends compte, là. Sauf qu'à un moment donné, c'est un paquet de petites choses comme ça, puis souvent, à un moment donné, en tant qu'individu, on fait pas attention à ça. Le voisin. C'est ça, pas dans ma cour, puis non, tu pelles chez les autres, puis tout est beau, là. Puis on est heureux avec ça. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis il y a beaucoup de choses. Moi, là-dessus, je suis pas... tantôt, je parlais de Suzuki, qui lui est très alarmiste. Moi, je pense que même si on se prend en main, on peut faire beaucoup de choses tout de suite, là. Bon, je suis pas en train de conclure, là. Loin de là, on y reviendra pour conclure plus tard. Sauf qu'à un moment donné, c'est un problème dans la Matapédia. On la voit pas, la pollution, ou à peu près pas. Il y en a un peu qu'on voit, là, des dépotoirs ou des choses comme ça. Tu vois la fumée qui monte. Bon, on la voit pas vraiment, là. Faut la chercher, dans le fond. Mais elle est là. Puis elle est vraiment là. Souvent, elle est sournoise en plus. C'est ça le problème. Souvent, elle est sournoise même là. Hein? Mais je pense que ce soir, en tout cas, d'après ce qu'on dit, c'est que la pollution, c'est quand même un problème collectif. Là, puis c'est ça, on a beau penser que tout ça dans notre cour, on est à l'abri, mais je pense qu'avec ce qui s'est dit, on se rend compte qu'on ne l'est pas à l'abri, puis la vallée n'est pas à l'abri non plus. Ce qu'on a dit, c'est que la pollution, il y en a au niveau de la terre, de l'eau, de l'air, nos forêts, nos ressources fauniques. Il n'y a pas grand-chose, là, dans le fond, qui est à l'abri. Là. Puis nous-mêmes, là, si on parle de pollution visuelle, de bruit, donc on peut certainement pas dire qu'on est à l'abri, même si on est en campagne. Ah non, on vit vraiment sur une planète où là, tout est relié, tu es de l'autre côté, là, puis ça tourne, hein, puis les courants d'air, puis tu finis par... Puis cet été, je pense qu'on va se mettre de la crème solaire pas mal. Hein? Oui. Ah oui, moi, dans ma tête, cet été, là, de 10h à 2h, ben, je vais essayer de me trouver des tâches à l'intérieur. Puis après ça, ben, je vais essayer de sortir quand le soleil va être moins fort. C'est drôle, hein, mais j'en ai entendu parler, là, puis... C'est ça, là, c'est une réflexion qui est... Même au niveau de ton travail, tu penses, c'est ça, là... Au niveau de mon travail, je ne sais pas ce que les patrons diront, là, parce que à ce moment-là, ben, il faut manger quand même. Mais il reste que malgré tout, c'est facile puis c'est possible. Là. Tu peux faire deux choses dans ce cas-là. Ou tu fais attention pour éviter ce genre de situation-là, t'exposer, ou bien tu t'en vas carrément en dessous puis tu te fais toaster. Hein? Puis là, ben, tu risques d'attraper n'importe quoi, un cancer de la peau ou autre chose. Là. Mais il y a moyen, je veux dire, il y a plein de gens qui travaillent l'été sous des chaleurs torrides, sous le soleil de plomb, depuis des années, dans l'hémisphère sud.
où la couche d'ozone est en l'air depuis un bout de temps. Là, hein? Bon. Et puis, ils ne souffrent pas nécessairement plus de cancer de la peau pour autant, sauf qu'ils s'habillent. Hein? Et nous, on a tendance ici, malheureusement, aussitôt qu'il y a un petit rayon de soleil, tu regarderas les gens, là, aussitôt que le soleil va sortir pour de bon, que les pelouses vont se dégager un peu, tu vas voir apparaître des bédaines. Hein? Puis il va en avoir un 6 bol de paquet de bédaines. Puis là, ils sont tous toastés, là, ils sont rouges comme des homards, puis ils sont heureux de ça. Ils ont mal au dos, ils plaignent, mais c'est pas grave. Hein? Ben, c'est ce genre de choses-là qu'il va peut-être falloir faire attention. Je ne suis pas contre ça, à un moment donné, là, ça se fait, ça aussi. Sauf qu'il faut y faire attention. Il y a moyen, au lieu d'y aller pendant 3 heures ou 4 heures, tu fais un petit peu plus attention pour éviter ça aussi. Ça. Mais est-ce que vraiment, on peut en arriver là, à éliminer toutes les sources de pollution pour éliminer justement ce genre de situation-là? Il est là, le grand problème aussi. Ouais, c'est là où on a 10 années là, pour se revirer de bord, tout le monde ensemble. C'est ce qu'on se dit qu'on a 10 ans. C'est ça, qu'on espère, qu'on va pouvoir faire quelque chose. Je pense qu'on serait mieux pour peut-être aborder les solutions, se dire qu'est-ce qu'on peut faire individuellement puis collectivement au niveau de la vallée là, pour préserver notre environnement, si on trouve que c'est important de le préserver. On a parlé beaucoup de consommation tantôt, puis moi, je crois qu'il y a vraiment une grosse partie de la solution qui est là, hein, c'est cette envie de matériel-là, de tenter de le contrôler. De toute façon, personnellement, je pense que le gouvernement n'est pas là. Puis, en tentant de stopper ça, il y a déjà une grosse partie du problème qui est de la surconsommation, puis il y a aussi les choix de consommation, là, qui sont comme deux choses différentes, mais en même temps... S'interroger d'abord sur nos besoins de consommation. Oui. C'est ça, puis ensuite faire le bon choix du produit. Tu peux choisir d'acheter de l'usagé au lieu d'acheter du neuf. Ça, c'est très écologique. Acheter quelque chose d'usagé ou d'acheter du neuf. Ouais, ça dépend si jusqu'à quel point c'est usagé. Acheter une vieille voiture usagée des années 50. Mais ça dépend toujours aussi. Tu peux faire les choix, on en parlait tantôt un peu de suremballage. Alors, tu choisis un produit qui n'est pas suremballé par rapport à un qui l'est. Tu choisis un produit qui est écologiquement favorable. Mais si on donne des exemples concrets, l'exemple, c'est quand on va faire notre épicerie. Les gens restent beaucoup surpris. Je vais à la pharmacie, j'achète des piles. Bon, elle met les piles dans du sac de plastique. Je dis non, j'en ai pas besoin de sac. Elle reste, en tout cas, en l'occurrence, avec une dame, elle reste surprise. Toutes les fois, c'est pareil. Depuis, je te dirais, peut-être au moins 2 ans que j'ai cette habitude-là. Donc, de refuser les petits sacs, quand on a juste un petit objet. Tu as encore pensé d'acheter des piles rechargeables? Non, c'était pour les autres. OK. Donc, des exemples concrets, c'est ça, refuser... ton propre sac en tissu. De toute façon, tu jettes... Les épiceries encouragent les gens, justement, à revenir avec leurs sacs. C'est encore mieux que ça. Les sacs en tissu. Les sacs en tissu, tout simplement. C'est encore mieux. Là, tu peux le réutiliser à l'infini ou à peu près. Il y a des trucs, là, il y en a des livres d'écrire des trucs, là, je disais. C'est le je l'ai pas amené, il y en a un tout petit, entre autres. Que peut-on faire avec ces déchets, là? C'est sorti il y a à peu près 2 ans. C'est super, puis ça explique un paquet de déchets qu'on peut... Dans le fond, c'est des ressources, là, qu'on devrait appeler, qu'on peut réutiliser ou qu'on peut transformer légèrement pour réutiliser ou qu'on peut même, là, carrément envoyer au recyclage à l'autre bout, là. Peu importe ce qu'on décide de faire, il y a un paquet de choses qu'on peut faire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un paquet de choses. Il y a 2 ans, juste pour le fun, j'ai envoyé tous mes cadeaux de Noël dans des sacs d'épicerie. Tous mes cadeaux de Noël dans des sacs d'épicerie. Je leur ai donné une forme d'une petite maison avec des châssis après, des portes, puis j'avais marqué le nom de la personne. J'ai réutilisé tous mes sacs d'épicerie, j'avais une grosse boîte de sacs, je ne savais pas quoi faire avec. Tous mes cadeaux de Noël là-dedans. Finalement j'ai pas eu ça permet de la créativité, même. En plus. Il n'a pas pensé à donner moins de cadeaux de Noël. J'y ai pensé. Il y aurait eu une autre façon, ça aurait été de donner des billets, là, tout le monde aurait été heureux. Jeannette, est-ce que tu voulais... oui, il y avait Normand Maurice qui avait donné un exemple de récupération. Lui disait qu'à un moment donné, tu dois changer ton ameublement de salon, admettons. Et puis, pourquoi pas le faire recouvrir quand la structure est bonne, c'est toujours possible de le faire recouvrir, de le faire rembourrer de nouveau. Puis, il disait que lui avait fait ça, puis il y avait un de ses amis qui lui demandait ça a dû te coûter le prix d'un neuf, c'est assez dispendieux faire rembourrer, tout ça.
Puis par contre, il avait dit qu'il avait l'air d'un œuf, tu sais, il est beau comme si c'était un œuf, mais dans le fond, ça a dû te coûter le prix d'un œuf. Lui, il avait répondu, ben dans le fond, pourquoi pas? Il dit, tu m'as dit toi-même qu'il avait l'air d'un œuf, tu sais. C'est ça. Alors, pourquoi? Dans le fond, moi, ça me coûtait pas plus cher de le faire rembourrer. Même si ça me coûte le même prix, je suis satisfait. Puis en plus, j'ai fait travailler un artisan dans mon coin. Ce qui nous ramène à la valeur économique de la préservation de l'environnement. Un artisan, dans son travail, habituellement, va beaucoup moins amener de pollution qu'une grosse entreprise. Et puis, dans une région comme la nôtre, on sait que on ne peut pas espérer des grosses entreprises pour lancer la région sur une prospérité, admettons. On doit plutôt compter sur des petites entreprises. Des petites entreprises, c'est souvent je dirais que de développer le côté artisanal, ça pourrait amener, ça serait une solution en tout cas, de favoriser ça. Puis ça, on peut le faire facilement dans nos choix de consommation. On peut le faire souvent. OK. C'est un choix, c'est ça, économique, puis en même temps environnemental. C'est que ça permet à des gens peut-être de gagner leur vie en récupérant. Au niveau économique aussi, au niveau pollution, tu peux parler justement de tous les coûts de transport, toute la pollution liée au transport qui est évitée en achetant localement des produits qui viennent de ta région, que ce soit des produits maraîchers ou autres, là, que tu manges. Tout à l'heure, tu parlais à un moment donné aussi de récupérer des vêtements, des choses comme ça. Là. Bon, moi, des vêtements usagés, on peut en acheter des vêtements usagés, mais à l'ultime, là, il y a des gens qui les jettent carrément par poche, des sacs en plastique de vêtements. On peut aller les reporter à l'Armée du Salut, oui. Ça, c'est une possibilité. Mais il y a encore des gens, présentement, qui sont dans des sacs de fermières ou autres, qui recyclent ces produits-là, puis qui font des catalogues, des couvertures, d'autres choses avec ça, même des laises à plancher. Bon, puis après ça, c'est encore réutilisable, si on veut. Il s'agit de juste penser à ce qu'on peut faire avant de jeter aussi avec un produit. Et on peut penser récupérer, réutiliser tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut réellement faire? Ça a toujours une deuxième vie. Tantôt, tu nous signalais Normand Maurice. Au Québec, je pense que c'est vraiment un des grands bons aussi au niveau de ça, la récupération, le recyclage, tout ça. Normand Maurice, là, ça fait longtemps qu'il y songe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, puis c'est tellement simple dans le fond. Il s'agit juste d'essayer d'y penser. C'est ça, de développer ça comme un réflexe. Puis ça devient, à un moment donné, ça devient, faut quand même pas en venir maniaque non plus, là, parce que ça peut aller jusque-là. Il faudrait quand même pas que tout le monde, aujourd'hui pour demain, décide de revenir au chauffage au bois. D'un côté, ça pourrait être économique, et de l'autre côté, c'est polluant. C'est qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que l'électricité est moins polluante? L'électricité en soi n'est pas polluante, mais avec la surconsommation de tous les appareils électroménagers et toutes ces choses-là qui consomment de l'électricité, ça devient de pollution. On peut se poser d'autres questions aussi, les grands barrages à Bay James. Et l'électricité, non, c'est pas polluant l'électricité, mais quand on regarde ces espèces de grandes affaires-là, à l'autre bout, qui créent des déséquilibres. C'est à cause d'une surconsommation, ces grands barrages-là. Dans le fond, on ramène toujours ça à l'individu à la base. Puis on essaie de faire autre chose avec. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire avec des ressources qu'on dit polluantes, pas dans le fond. Puis c'est vraiment des ressources qu'on peut recycler, qu'on peut réutiliser de toutes sortes de façons. Juste au niveau des produits ménagers aussi, il y a moyen de se faire des produits ménagers maison. C'est sûr, il y a des petites recettes qui existent là, pour essayer d'éliminer le plus possible les produits polluants aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai été invité justement à faire une conférence, à un groupe de fermières dans la région sur ça. Comment on pouvait réussir à prendre des produits qu'on a dans la maison, puis les transformer pour s'en servir comme produit nettoyant, comme produit, tout simplement prendre du vinaigre, puis de la petite vache, là, une soda, du bicarbonate de soude, et seulement prendre ça, mélanger ensemble avec un peu d'eau, là, dans des proportions, là, je me souviens plus exactement, et puis on peut s'en servir pour nettoyer un paquet de choses dans la maison, mettre un petit peu de citron à l'intérieur, et puis ça devient la même chose que si tu utilisais là, du détergent acheté au magasin citronné. Est-ce qu'on va en avoir des solutions comme ça? On en a plein, je dis, il y en a des livres décrits là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec telle affaire? Sauf que
c'est individuellement, je pense, là, puis tout le monde en y mettant un petit peu là, du sien, puis qu'on va réussir vraiment à faire... Beaucoup de choses qui sont des recettes de grand-mère qu'on appellerait, puis c'est pas beaucoup de produits de base dont tu as besoin. Là. Ça se résume à peut-être 5 produits là, qu'on a pas mal tous dans nos maisons. Là. La petite vache, le vinaigre, le citron est beaucoup utilisé. Des fois, tu vas utiliser... non, pas de l'huile, tu peux utiliser des choses à base de plantes, là, des huiles qui ont de l'odeur, des huiles essentielles des fois. La soude, je pense, caustique. La soude caustique. Caustique est utilisée dans ces produits. C'est à peu près 5 choses pour nettoyer ta bouilloire là, quand tu as du calcaire dans le fond. Là. C'est du sel avec du vinaigre puis de l'eau chaude. Tu fais bouillir ça, puis les proportions. En tout cas, des recettes, tu as des livres, c'est ça, avec des recettes, tu as des livres, parce que c'est quand même assez synthétisé, tu n'as pas à chercher. Même le ministère de l'Environnement, je pense qu'il en donne... À première vue, des fois, ça peut paraître navrant ou décourageant de mélanger son propre détergent, puis d'avoir de l'autre côté des compagnies qui cessent de vouloir t'en faire consommer, puis mais il ne faut pas se décourager parce que il y a un exemple de ça qui nous est donné justement la semaine passée. Je voyais dans le journal qu'il y avait une compagnie qui avait commercialisé un insecticide à base de citronnelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à peu près tout le monde a fabriqué ça à un moment donné ou l'autre. Maintenant, on a une compagnie qui se met à l'heure et qui décide de fabriquer un insecticide comme ça à base de citronnelle. Je trouve ça intéressant parce que c'est juste un petit comportement qui n'était pas d'ailleurs généralisé. C'est pas tout le monde qui utilisait ça. Mais déjà, ça a été suffisant pour faire naître un produit plus écologique. Puis ça, je trouve ça passablement encourageant. Dans le sens que c'est ça. Il pourrait en avoir combien d'autres produits? Dans le sens où des petits gestes qui peuvent paraître insignifiants à première vue peuvent avoir des conséquences positives à plus ou moins long terme. Donc, je trouve ça... Génial, oui. J'ai déjà vu lu quelque part que s'il y avait des idées qui circulaient dans seulement 3% de la population, c'était suffisant pour amener des changements majeurs dans la société. Ça fait que je pense que la sensibilisation à l'environnement fait quand même son chemin tranquillement. Peut-être que ça va pas assez vite parce qu'on est pressé dans le temps, mais je pense que ça avance quand même. OK. Mais si on prend l'exemple du projet de récupération de papier, oui, je pense que cette année, tu disais, là... Disons environ d'octobre à janvier, on a rempli une vanne de 45 pieds de papier récupéré, puis ça exclut le papier journal. Donc ça, c'est des bureaux en majorité, mais je sais qu'il y a des maisons, des gens qui ramassaient leur papier puis qui viennent le porter. Ils doivent faire l'effort de venir le porter en plus au dépôt. Ça fait que je pense que ça représente quand même pas mal de petites feuilles qui ont été mises de côté systématiquement, puis qui ont rempli des boîtes. Puis ça démontre qu'il y a eu un changement de mentalité, puis que c'est ça, les gens sont prêts à faire un geste d'aller le porter. Parce que ça demande, parce qu'on est habitué, on est habitué à ce que la société nous fournisse des moyens de fonctionner qui ne demandent pas trop d'efforts. Puis l'effort a été beaucoup découragé au cours des dernières années, l'effort personnel. Je veux dire, quand on parle tantôt des produits ménagers, ça a l'air d'une montagne de mélanger 3-4 petites affaires ensemble pour faire le ménage. Mais dans le fond, c'est quoi? C'est un petit effort. Alors, moi, je vois ça un peu comme un symbole. Si les gens recommencent à faire des petits efforts comme ça, c'est sur la bonne voie un peu, je pense. C'est ça. Puis, je voulais quand même peut-être mentionner que le projet récupération du papier à la polyvalente d'Amico, c'est aussi, je pense que ça récupère aussi. Nous, on est à notre 3e année de fonctionnement. Bon, ça va encore très bien, même. C'est toujours au-delà de nos espérances. Les jeunes répondent de mieux en mieux. Première année, on a récupéré 7 tonnes pour juste la bâtisse. L'an dernier, on a récupéré 15 tonnes. C'est pour vous dire qu'ils s'en dépensent du papier dans une institution comme ça. On est près de 13 1300 personnes. Présentement, j'en suis à essayer de convertir mes collègues et puis les étudiants à au moins utiliser le papier des deux côtés avant de l'envoyer au recyclage. C'est pas juste de l'envoyer au recyclage, c'est aussi de l'utiliser, comme on disait tantôt, l'utiliser moins. J'en arrive même des fois à obliger mes étudiants à utiliser des feuilles que je leur donne. Là, il y a la feuille, mais c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est pas grave, occupe-toi pas de ça. Écris sur le côté qui est blanc, si t'en manques, tu m'en demanderas un autre. Puis comme ça, je passe des vieux rapports qui étaient imprimés rien que sur un côté, ou un paquet de feuilles comme ça.
Puis on les utilise au moins des deux côtés. Et je me suis dit, bon, pendant ce temps-là, d'un côté, c'est rentable économiquement parce que les parents n'ont pas eu besoin d'acheter des feuilles volantes, des feuilles mobiles, bon, parce que je les fournis dans un premier temps. Deuxième temps aussi, pour l'environnement, c'est important parce qu'il y a la moitié moins de feuilles. Bon, puis je pense à un projet comme le vôtre puis comme le nôtre, qui dans le fond se rejoignent très très bien. Là. On fait exactement la même chose, sauf que moi, c'est dans un milieu très très hermétique, alors que vous autres, c'est vraiment pour l'ensemble de la population. On sauve aussi pour la municipalité, si on veut, dans ce cas-là. On sauve pour l'ensemble des gens de la région, si on veut. On se met là, puis on calcule, si on veut juste calculer. Là. Supposons qu'on ramasse vraiment tout le papier. Le papier, c'est 40% de toutes nos poubelles. Tout ce qu'on jette, là, c'est 40% de papier. Si on ramasse tout le papier, et le papier journal qu'on ne ramasse pas parce que les gens n'en veulent pas présentement dans les industries, tout partout, c'est pas payant un papier journal, ils ne donnent pas assez cher pour, bon, personne ne le ramasse. Nous, on le ramasse pareil. Bon. On les envoie de force, puis surtout, de le prendre de force. Bon. Si on ramassait tout, les cartons, les papiers, tout ça, 40%. 40% moins de déchets aussi d'enfouissement sanitaire. 40% moins de déchets aussi d'enfouissement sanitaire, donc on rallonge la période sur 10 ans d'au moins 4-5 ans. 4-5 ans, les gens n'ont pas besoin de payer de surplus de taxes pendant tout ce temps-là. Bon, et ça fait travailler d'autres gens, et il y a le transport du papier, et bon, et ça fait tourner la roue, ça, si on veut, là. Il s'agit juste de la mettre en branle, puis de la faire partir. Puis une fois qu'elle est partie, là, tout le monde va embarquer plus ou moins facilement, mais tout le monde va embarquer jusqu'à un certain point. Puis le petit effort que la personne aura fait, c'est ça. Au début, quand j'ai parti le projet à Polyvalente, les gens m'appelaient chez moi, ils me disaient, faudrait que tu viennes chez nous chercher, j'ai 3-4 sacs. Là. Bon, là, j'essayais de leur expliquer que dans le fond, je n'étais pas une entreprise de récupération. Moi, là, je pouvais le prendre si c'était sur mon chemin, mais je ne ferais pas un détour, dépenser de l'essence pour aller chercher 2 sacs de papier. Là, j'essayais de leur faire comprendre. Mais à un moment donné, je me suis ramassé à peu près avec 10 ou 12 sacs d'épicerie, là, remplis de papier sur ma galerie. Les gens étaient venus me porter chez moi. Là, je le mettais dans ma voiture, puis je descendais. Bon, mais je l'ai fait quand même. Puis, c'est ça, donc, c'est juste, toi, tu étais prêt à faire cet effort aussi. Puis je suis sûr que tout le monde, là, on est 6 ici, 7, là, avec tout le monde qui est derrière à la régie, puis les caméras, tout ça, on est peut-être 12 ou 13. Puis si tout le monde fait ça, cet effort-là, je veux dire, ça part la roue, là. Puis tout le monde va embarquer dans le système, veut pas. Le covoiturage, j'en ai une autre façon, ça aussi. On n'a pas parlé, là. Le covoiturage, on est 4 qui descendent avec 4 voitures, puis on suit toutes, puis des plus ou moins gros moteurs, puis on pollue plus ou moins toute la gang, on brise les routes, on fait tout. On pourrait tout embarquer dans la même, chacun notre tour, à toutes les... Puis on descendrait une fois par mois. Bon, il y a toutes sortes de possibilités. Et je pourrais même aller beaucoup plus loin, là, puis essayer de voir ce qu'on pourrait faire. Et les autobus scolaires, présentement, là, on n'a jamais parlé de ça, on n'a jamais été beaucoup plus loin, qui voyagent à peu près à moitié vide tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de s'en servir jusqu'à un certain point pour faire du transport régional? Bon, il doit y avoir moyen de voir c'est quoi les possibilités au niveau des assurances, si c'est ça le problème, au niveau de la responsabilité, si c'est ça le problème, puis voir qu'est-ce qu'on pourrait pas faire. Je me demande comment se fait ça que quelqu'un qui reste à Sainte-Hélène ne pourrait pas descendre le matin à Amkoui, travailler, puis embarquer dans l'autobus scolaire dans ce cas-là, faire le petit restant en taxi s'il faut qu'il le fasse en taxi ou avec un de ses amis, que prendre sa voiture puis descendre alors que l'autobus descend déjà, ou que l'autre qui part de Saint-Lamaze ou de Sainte-Florence, je sais pas, mais il y a des possibilités, là, ils sont là, c'est latent, puis il faut faire l'effort. C'est juste des questions des fois je me pose là, sur comment ça peut fonctionner, comment on pourrait fonctionner autrement pour en arriver à être efficace, puis que ça coûte beaucoup moins cher aussi à tout le monde. Puis ça, c'est une source qui... En tout cas, c'est une possibilité où on pourrait économiser dans ce cas-là. On pourrait économiser sur l'environnement, on pourrait économiser sur un paquet d'affaires. Parce que l'environnement, c'est aussi économique. Là. C'est ça, on se rend compte que c'est en parlant aussi que on peut avoir des idées, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est peut-être tout le monde ensemble qui pourrait en parler de plus en plus, puis qui pourrait trouver leur solution. On va arrêter quelques minutes, puis on va revenir justement pour notre conclusion à l'émission. France, es-tu retourné? Oui. On fait un tour de table, mais spontané, donc tout le monde... On est rendu à la conclusion. Qui ça? Qui ça? Moi, je suis OK, je pense que on pourrait là, peut-être là, demander à nos invités de dire un dernier mot aux gens qui nous écoutent sur, finalement, qu'est-ce qui est peut-être important à leurs yeux face au thème de l'environnement puis à tout ce qui s'est dit ce soir. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas souligné suffisamment, à mon avis, c'est l'importance de l'éducation dans tout ça, parce que moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire des choses, mais à 2 conditions fondamentales. La première, c'est
qu'on leur apprenne comment faire, puis ça, c'est le domaine de l'éducation. Puis ensuite, qu'on leur donne le moyen de le faire, puis ça, c'est le domaine de l'organisation sociale et de l'économie. Parce que, personnellement, moi-même, parfois, je pollue en dépit de ma volonté, parce que je suis dans un système ou des choses comme ça. Et c'est pas toujours facile de ne pas polluer. Et je pense que, en conclusion, moi, je voudrais qu'on insiste beaucoup sur l'éducation, en particulier auprès des jeunes, puis qu'on leur montre l'importance de ça, puis qu'on leur montre l'importance des petits gestes quotidiens qu'ils peuvent poser. OK. Moi, je pense que tout à l'heure, on parlait d'un deadline, pas d'un échéancier, là, de peut-être une dizaine d'années là, pour régler notre problème. Là. Puis, personnellement, je crois pas qu'on soit capable de rentrer dans... C'est tellement incrusté là, dans notre société, le fait de consommer, parce que ça revient toujours à la consommation, le fond de mon idée, là, que j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va vraiment y avoir une cassure, là, où tu n'as vraiment plus le choix, là, que... Qu'il va falloir changer nos habitudes de consommation. Tu vas porter tes pantalons pendant 10 ans, mon ami, parce que tu n'auras pas le choix, tu sais. Il va falloir que tu modifies ton rythme de vie malgré toi. OK. Comme ça, toi, tu vois la prochaine décennie comme vraiment... Voilà, maintenant qu'il nous reste pas 10 belles années, mais 10 années de consommation, si on se fie aux prédictions de gens qui... OK. Bon. C'est toujours difficile de conclure un genre de discussion comme ça où on est allé à gauche, à droite, en avant, en arrière, puis même en haut, puis en bas, là, dans ce cas-là, pour avoir fait tout le tour. L'idée amenée par Raymond est très intéressante au niveau de l'éducation. Je sais que moi, de mon côté, je vais faire encore beaucoup plus d'efforts pour amener mes collègues en écologie, qui travaillent déjà beaucoup dans le projet de récupération de papier, mais tous les autres aussi en sciences physiques ou des choses comme ça, à intégrer des notions pour les jeunes, l'éducation au niveau des jeunes. Bon, je vais faire ça de mon côté, mais au niveau social aussi, là, dans tous les organismes où je suis impliqué, maintenant, je demande à tous les gens de récupérer le papier. Puis je fais le ramasser, là. Bon, c'est une façon. Je me dis que pas vraiment la seule façon, mais une des façons de réussir à s'en sortir, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue, puis tout le monde pousse, mais dans le même sens. Hein? Puis plus on va être de monde à pousser, plus on risque d'éviter la catastrophe là, qu'André appréhende comme ça. Là, Moi, je veux pas y croire. Là. Je veux pas non plus faire l'autruche puis mettre la tête dans le sable et dire ça n'arrivera pas, mais je veux pas y croire. Je me dis si on était capable de polluer pendant tout ce temps-là, on est aussi capable dans peu de temps, si la Terre veut bien là, dans toute sa bonté et sa générosité là, comme telle, nous donner cette chance-là, on est capable de se placer dans le bon sens puis de pousser tout le monde dans le même sens. Puis on va réussir à s'en sortir. Tout le monde par des petits gestes individuels d'abord, à la base. Puis ensuite, les gens n'auront pas le choix au niveau des sociétés de prendre des grandes décisions. On est déjà en train de faire changer des choses tranquillement par tous les petits moyens qu'on prend. Puis les grands aussi, ils pensent à l'autre bout parce qu'il y a beaucoup de monde là. En tout cas, moi je pense que si on fait tout le monde un petit effort là, puis on pousse tout dans le même sens, moi je suis prêt à pousser assez pesant là. Donc on invite tout le monde à faire sa part. Tout le monde à faire sa part. OK, Nickel. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pourrais peut-être résumer ma pensée en disant que l'environnement, c'est une question d'attitude individuelle au niveau de chaque personne. Donc, si on s'habitue à penser environnement dans chacun des gestes qu'on pose, dans chacun des choix qu'on fait, on s'en va dans la bonne direction. Puis là, c'est sûr que ça presse. Là. Puis je pense que pas être trop pessimiste, il faut quand même avoir confiance finalement dans nos capacités, un peu comme Yvon venait de le dire, autant on a été capable d'assaillir ou d'attaquer notre environnement dans les dernières années, autant je pense qu'on est capable de se reprendre en main, mais il faut qu'on pense environnement dans chaque chose qu'on fait. OK, puis que chacun en prenne conscience, là, puis prenne conscience. Mais c'est sûr que la prise de conscience doit précéder tout ça. Ouais. Donc, ça prend l'éducation, ça prend peut-être avoir peur un peu des catastrophes. Et puis, la volonté. Pour ce qui est des solutions, on parlait tantôt de solutions. Je voulais juste lancer une invitation à la foire commerciale qu'il va y avoir
9, 10 mai. Alors, nous autres, Écolo Vallée, on va avoir un kiosque, puis on va essayer de proposer des choses aux gens. On essaie d'avoir quelque chose là, au niveau du quotidien, puis proposer des trucs. C'est C'est donc, vous invitez les gens à venir C'est vous ça. visiter. C'est OK. Bon, Jeannette? Je voudrais dire, moi, que l'environnement, ça devrait être considéré comme un capital qu'on a emprunté à nos enfants ou à ceux qui nous suivront. Puis comme pour gérer une affaire le mieux possible, sainement, il faut jamais emprunter plus qu'on est capable de rembourser pour garder l'équilibre. Alors, un bon équilibre budgétaire là-dedans, ce serait une solution. Puis aussi, j'aimerais inviter les gens à peut-être réfléchir, disons, sur un 24 heures, sur l'espace d'une journée. Essayer d'évaluer quel est leur impact sur l'environnement. En notant peut-être, ou en s'arrêtant à chaque geste posé, à chaque geste posé, finalement, si le geste qui est posé là a un impact sur l'environnement. Pour simplement se mettre en tête, je pense que c'est un geste qui peut être utile comme conscientisation De s'analyser pendant une journée, voir tous les gestes qu'on fait. On serait assez surpris. Des fois, on pense qu'on dérange rien, mais dans le fond, quand on s'y arrête, on se rend compte qu'on dérange plus qu'on pense. OK. Bon, André? Moi, je pense qu'il ne faut pas que les gens fassent l'autruche, donc ils se mettent la tête dans le sable. Je pense que chacun doit voir à son affaire et se dire j'ai mon importance là-dedans. Si j'utilise un détergent qui est très fort, très puissant, en me disant bon, c'est pas grave, tout le monde le fait. Si je coupe un arbre et je me dis bon, tout le monde le fait, c'est pas grave, couper un petit arbre de temps en temps. Mais si on est des millions à le faire, au bout de la ligne, on surconsomme encore. Donc, je pense qu'individuellement, chacun, on doit prendre conscience de toutes les petites actions qu'on fait, comme Jeannette vient de dire. Je pense que c'est comme ça qu'on va changer les besoins, donc changer les habitudes des consommateurs, donc des compagnies qui fabriquent des différents matériaux ou autres. Ça va faire son petit bout de chemin. Ça peut prendre encore quelques années, c'est bien sûr, mais je pense que c'est la base, c'est nous autres, individuellement. D'abord. OK. Donc, sur ça, on va terminer l'émission. J'aurais peut-être une petite invitation. André, encore une invitation. Oui, à la fin mai, au 24 mai, dans la vallée de la Matapédia, on est en train, Écolo et Action Touriste, d'organiser une journée de nettoyage. Donc, à ce moment-là, vous allez sûrement en entendre parler encore. On invite tous les gens de la vallée, dans toutes les municipalités, à faire le nettoyage de leur coin, de leur cours, du chemin en avant de chez eux, des plages, des parcs d'attractions. Partout, on fait le grand ménage. On invite les touristes dans la vallée, puis on se crée un bel environnement pour l'été qui s'en vient. C'est le 24 mai. Bon. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui ont bien voulu participer à l'émission. J'invite les gens à la maison à continuer la réflexion sur l'environnement, puis à retenir un peu les suggestions qui ont été émises par nos invités ce soir. Puis je vous souhaite une bonne journée de la Terre. À la prochaine.